Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais aborder la raison pour laquelle on reste professeur. Depuis quelques temps, je pense que tout le monde à la télévision, ou en tout cas ceux qui s'informent et qui regardent les différents articles ou les différents médias qui traitent du sujet, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'il y a une pénurie d'enseignants, c'est-à-dire que dans certaines académies, dans certaines zones, dans certains endroits, on peine à recruter du personnel enseignant. La raison en général qui est évoquée, c'est que le métier ne fait pas forcément rêver, pour plusieurs raisons. Premièrement, en général, ce qu'on met en avant, c'est la raison salariale. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que quand on pose justement la question aux élèves, ou quand on leur dit « Bah écoute, tu pourrais être prof plus tard », généralement, vous en avez quand même très peu qui sont partants pour faire ce métier. Vous avez évidemment toujours quelques élèves qui sortent du lot, qui se disent « Ah, chouette, j'ai devant moi un enseignant passionné » ou « J'adore ce métier et j'ai envie à mon tour plus tard de faire vivre ma passion, de le transmettre et j'aime les métiers de l'éducation et de la pédagogie de façon générale ». Mais souvent, quand un élève, en tout cas moi auquel j'ai été confrontée, me dit qu'il est intéressé par ce métier, c'est pour être professeur des écoles, pour être proche des enfants. Souvent, du coup, ce que les élèves mettent en avant, c'est plusieurs choses. 1. Le fait que travailler avec des ados, et parfois des publics difficiles, violents, voire insultants, pas toujours très sympathiques, qui n'ont absolument aucune envie de travailler, eh bien, ça ne les fait pas rêver. Et je pense qu'ils nous voient, surtout, toute la journée batailler pour essayer de faire écrire un tel, faire apprendre un tel, que telle notion passe pendant que machin est en train de parler avec sa voisine, ou que Léo est en train de voler le stylo 4 couleurs de son ami Lorenzo. Enfin voilà, il y a plein de choses qui font que je pense les élèves se rendent compte que ce n'est pas un métier qui est forcément facile. Deuxième critère qui rentre en ligne de compte, c'est que généralement quand on leur dit « Bah, t'as qu'à faire prof, t'auras plein de vacances », puisque c'est en général l'argument que tout le monde met en avant quand on parle de notre merveilleux métier, eh bien les élèves nous disent « Oui, certes, il y a les vacances, mais par contre, franchement, vous n'êtes pas assez payé ». Alors, je vous vois venir, je sais bien que les grands rageux de l'éducation nationale, ou tous ceux qui n'aiment pas les enseignants, vont commencer à m'expliquer que nous sommes assez payés pour le temps de travail que nous effectuons, bien que, encore une fois, je rappelle que ce n'est pas parce qu'un professeur certifié doit 18 heures d'enseignement de cours qu'il passe le reste de son temps à ne rien faire. Voilà. Donc encore une fois, préparation des copies, correction des copies, préparation également des cours, et tous les à côté, à savoir recevoir les parents, recevoir les élèves, le côté administratif qui est de plus en plus demandé, chronophage et nécessaire, et qui fait partie du coup de notre métier. Plus le fait de remplir les bulletins, plus autre chose, plus des réunions. Il ne s'agit donc pas là de dire le métier d'enseignant est plus difficile qu'un autre métier, ou de dire c'est le plus difficile des métiers. Non, ce que j'essaye de mettre en avant ici, c'est que aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas issues de l'éducation nationale nous disent, quand on explique « je suis prof », bon courage, bravo, félicitations, je ne voudrais pas être à votre place. Alors du coup, la vraie question qui se pose, et je me suis dit, bah, ça serait intéressant de l'aborder dans une vidéo, c'est à savoir, si ce métier ne fait plus rêver, si on peine tellement à recruter des enseignants, pourquoi ceux qui y sont, et qui se plaignent à peu près 1 à 2 fois par jour, et je suis gentil, de l'éducation nationale, bah restent en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Est-ce qu'on est tous sadomasochistes dans l'éducation nationale? Ou est-ce qu'on est tellement passionné qu'on finit par se dire, bon bah restons? Ou est-ce qu'il y a encore cette sacro-sainte sécurité de l'emploi qui vous fait rester parce que bah, vous vous dites qu'avec votre licence d'histoire géo, de lettres, vous ne ferez pas grand-chose d'autre? Alors déjà, enlevons-nous de la tête qu'on ne fera pas grand-chose d'autre. Maintenant, il est vrai que les reconversions, en général, pour partir d'un métier, on va dire peut-être plus technique, et rentrer dans l'enseignement, sont peut-être plus simples que sortir de l'enseignement et aller vers un autre type de travail. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce qu'effectivement, il y a cette sécurité de l'emploi, il y a ce statut de fonctionnaire, qui est un statut qui est un peu à double tranchant. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que bah, vous êtes fonctionnaire, donc vous êtes un peu corvéable à souhait, hein, vous travaillez pour l'État, et effectivement, en vertu du fait que vous avez la sécurité de l'emploi, eh bien on part du principe que du coup, on peut presque vous faire adhérer à tout, que vous êtes un peu corvéable à merci en fonction de là où ils ont besoin. Après vous allez me dire, vous avez choisi votre statut, vous avez choisi d'entrer dans l'éducation nationale, vous avez choisi de travailler pour l'État. Oui, bien sûr. Mais je tiens quand même à signaler une chose, c'est que le système de l'éducation nationale, on le découvre souvent en entrant sur le terrain. Donc on peut effectivement se renseigner avant, et je pense que du coup, toute personne qui actuellement se renseigne avant sur les conditions d'exercice du métier
se disent « Ah ben en fait, je vais pas faire ça. Non, bah non, 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 bah non. » D'ailleurs, il y en a beaucoup qui, du coup, préfèrent se tourner vers le privé, qui préfèrent juste donner des cours en tant que contractuels, ou qui préfèrent, eh bien, aller dans des écoles alternatives, mais qui n'ont pas forcément envie, du coup, de rentrer dans l'éducation nationale, qui implique aussi la mutation, changer d'académie, possiblement ne pas pouvoir rentrer dans sa région pendant plusieurs années, puisque, oui, ça fait partie du métier, mais d'un autre côté, ça veut dire aussi que vous acceptez le système qui fait que vous vous retrouvez parfois éloigné de votre famille, de vos amis, de tout ce que vous connaissez pendant super longtemps. Donc finalement, qu'est-ce qui nous pousse à rentrer déjà dans l'éducation nationale de base, et qu'est-ce qui nous pousse à y rester? À y rentrer, je pense que malgré tout, même si on sait qu'il y a des conditions d'exercice difficiles, qu'il y a des zones d'éducation difficiles, qu'il y a aussi des élèves qui ne sont pas forcément motivés à l'idée d'apprendre et de travailler, après ça dépend évidemment des zones de travail, de l'environnement social dans lequel vous exercez, eh bien, il y a quand même la passion du métier, la volonté de vouloir enseigner, le fait que, malgré tout, on est attiré par ça, parce que l'école aussi nous plaît, voilà. Hein, n'oublions pas que les enseignants sont quand même des enfants qui n'ont jamais quitté l'école, de très grands enfants qui sont contents d'y retourner. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'une reconversion professionnelle dans le sens « je quitte mon emploi et je vais devenir enseignant » ou formateur, c'est un peu une suite logique. Parfois, justement, vous avez des personnes aux alentours de la crise de la quarantaine, ou avant, rassurez-vous, maintenant on fait des crises même à 20 ans, se disent « je vais changer de métier et du coup je vais plutôt m'axer sur de la formation puisque j'ai engrangé de l'expérience et j'ai envie de le partager ». Et ça nous arrive du coup d'avoir de nouveaux enseignants, des néo-titulaires, qui sont des personnes qui sont en reconversion professionnelle. A l'inverse, avant, on voyait très peu de personnes qui sortaient de l'éducation nationale pour aller autre part. Encore une fois, je pense parce qu'il y a cette crainte de ne pas retrouver un emploi derrière, vis-à-vis de nos diplômes, qui certes sont des masters, qui certes sont basés sur un concours, mais qui, en dehors du fait d'avoir ce concours, moi je me dis, avec ma licence d'histoire, je vais faire quoi? Je vais faire guide dans un musée, ou alors je vais travailler dans des archives, voilà. Bon, je caricature, mais en réalité, on a toujours un moyen de se reconvertir, mais avant, ça se voyait très peu des personnes qui quittaient l'éducation nationale, qui démissionnaient pour pouvoir aller faire autre chose. Ce qui est très différent aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup, parmi les jeunes enseignants, à être arrivés dans le métier et à avoir dit, quasiment dans les premières années, je ne ferai pas ce travail toute ma vie. Pourquoi? Non pas parce que l'envie d'enseigner n'est pas là. L'envie d'enseigner, moi, elle est présente tous les jours, elle est présente chez la majorité de mes collègues de travail, j'en vois très très peu qui n'ont pas envie de faire ça, mais par contre, il y a une lassitude. Il y a une lassitude qui s'opère, du système de l'éducation nationale, qui nous donne de plus en plus de tâches administratives, sans nous fournir le salaire qui va en conséquence, sans nous fournir une reconnaissance, et la reconnaissance, elle peut être salariale, et elle devrait être salariale, parce que bon, tout travail mérite salaire, rappelons-le quand même, même si en France, il ne faut pas parler d'argent, mais elle peut être aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que quand on a des inspections qui viennent, des inspecteurs qui viennent nous inspecter, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre notre séance, nous dire assez régulièrement ce qui va pas, parfois un petit peu ce qui va, mais on a l'impression en fait d'être enguirlandé et qu'on ne fait que pointer du doigt ce qui devrait être modifié. Et on est totalement d'accord. Tout cours est perfectible. Un cours parfait n'existe pas. Pour autant, comme les élèves, nous aussi, dans ces entretiens, on attend aussi une forme de bienveillance, de regard de l'autre qui nous dit c'est bien ce que tu fais pour tel ou tel aspect, certes tel aspect ça pourrait être amélioré, mais ça tu le fais plutôt bien, ou qui reconnaissent aussi d'autres choses. Je vous donne un exemple assez concret. Moi j'ai été visiter l'année dernière, bon, on s'est focalisé globalement sur ma séance, qui effectivement était perfectible, et je trouve que l'entretien que j'ai eu avec la chargée de mission était très intéressante, puisque ça m'a permis d'améliorer ma séance pour savoir comment la refaire cette année. Par contre, j'avais quand même écrit un rapport qui faisait 7 à 8 pages, dans lequel j'expliquais tout ce que je faisais à côté. Oui, parce que je rappelle qu'en dehors de faire cours, je suis aussi dans toutes les instances administratives. J'ai participé avec mes élèves à plein de concours. On a créé une option avec un collègue, on est au sein du programme de lutte contre le harcèlement scolaire et on fait de la formation depuis pas mal de temps sur ça. Je me suis occupée des éco-délégués et de tout l'aspect développement durable dans l'établissement et j'attendais de cet entretien une reconnaissance, et quand je dis reconnaissance, j'entendais même pas la reconnaissance salariale, puisqu'aujourd'hui, de toute manière, les inspections ne visent quasiment plus à vous faire gagner de l'argent, puisque maintenant elles sont programmées, ce qu'on appelle des rendez-vous de carrière. Ce sont tout simplement en fait des moments d'entretien
où vous faites un peu le bilan, et finalement après, il se passe pas grand chose, à part qu'on vous demande vos perspectives éventuellement d'évolution. Donc il n'y a pas forcément de rémunération à la clé, hormis un très très faible pourcentage. J'attendais pas forcément une rémunération salariale et une augmentation, parce que je savais que de toute façon c'est un leurre dans l'éducation nationale, mais par contre ce que j'attendais c'était au moins qu'on me dise c'est bien. Quand je leur ai parlé du fait que j'aimais bien l'idée de faire de la formation, que ça m'intéresserait peut-être un jour d'aller à l'INSPE, que j'aimais tel ou tel aspect, bah en fait il n'y a pas eu de répondant. Donc je me suis dit, bon, très bien, personne ne m'écoute. Et la seule chose qu'on m'a proposé, c'est d'être formateur pour la laïcité et les valeurs de la République. Et je vous avoue que moi, je suis partisante totalement de la laïcité, il n'y a pas de problème. Par contre, aller enseigner le laïus républicain dans certaines zones qui possiblement peuvent être compliquées et me retrouver peut-être morte, décapitée, je ne sais pas, je dis ça comme ça, je lance l'idée, je dis pas que tous les professeurs vont mourir, mais j'ai pas très envie de tendre la pierre, vous voyez. Je préfère éviter, je laisse ça à ceux qui s'en chargent très bien à ma place. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve chez les nouveaux enseignants, l'idée de se dire, bon ben, je sais que le système de l'éducation nationale ne m'apportera pas de reconnaissance, je sais que possiblement j'ai dû accepter d'être mutée loin de chez moi, je sais qu'en termes de rémunération salariale, je n'ai pas forcément grand chose, et je vous arrête, pour beaucoup, vous allez me dire « Mais l'État a augmenté le point d'indice des enseignants, vous êtes dégelés maintenant, wouhou !» Oui, parce qu'avant on était des bonhommes de neige, tout gelé, tout, notre salaire n'augmentait plus. Mais en réalité, on a dégelé le point d'indice, sauf qu'en fait notre augmentation n'est pas indexée sur l'inflation, c'est-à-dire qu'ils nous ont augmenté de 3% dans mes souvenirs, et que l'inflation est de 6%. Donc, bon. Donc il y a le côté salarial, il y a le côté, le métier est compliqué, parce qu'on se retrouve avec des élèves qui parfois ne sont pas toujours très bienveillant, c'est-à-dire que nous on nous demande quand même d'être bienveillants, de nous adapter à chacun, chaque élève selon ses disponibilités, ses possibilités, de ne pas trop le brusquer, de le motiver, de le faire travailler, de lui dire allez mon petit, prends ton stylo et écris. Et on nous demande toujours du coup d'essayer de trouver de nouvelles techniques pédagogiques ludiques afin de faire comprendre à notre petit adolescent flemmard qu'il doit travailler. Au final on nous demande sans cesse à nous de nous adapter, et ce qui est bien, hein, on est d'accord, le professeur c'est bien que son métier aussi ait évolué, qu'il soit plus juste là pour asséner un savoir et pour dire que l'élève ne compte pas, mais c'est quand même un petit peu embêtant d'une certaine façon, parce que ce qu'on constate c'est que avant les élèves avaient de meilleurs résultats scolaires, maintenant qu'on s'adapte à chacun et qu'on les écoute, beaucoup plus, bah les résultats baissent. Donc je ne suis pas sûre que leur espèce de bienveillance à tout va, ça soit totalement efficace. Alors après, je suis pas en train de dire qu'il faut instaurer une tyrannie, hein, n'est-ce pas? Je pense que la bienveillance, ça reste quelque chose d'ultra important dans les écoles, et que les élèves apprennent et se construisent beaucoup mieux avec des enseignants face à eux, qui les comprennent, qui les écoutent, qui sont bienveillants, et qui peuvent s'adapter aussi à leurs différents troubles. Donc ça, c'est très bien. Par contre, je pense qu'il y a quand même une exigence à avoir auprès des élèves, notamment le fait que certaines choses se font, certaines choses ne se font pas, qu'il y a des méthodologies à respecter, qu'il y a des choses à apprendre, et à un moment donné, si l'élève ne veut pas apprendre, on ne peut pas apprendre à sa place. Voilà. Donc tous les stages sur la motivation de l'élève, essayer de lui motiver pour qu'il apprenne, à un moment donné, non, je suis désolée, il faut aussi que la personne comprenne qu'elle doit se mettre au travail. Donc il y a ce côté difficulté à motiver les élèves, le fait des fois qu'on se retrouve à faire des cours face à une classe qui, concrètement, n'en a absolument rien à faire de vous. C'est vrai que si vous devenez plus tard, admettons, formateur pour adultes parce que vous êtes reconverti, vous êtes face à un public qui a choisi d'être présent dans votre cours. La différence avec le secondaire, principalement avec le collège, c'est que vous êtes avec des élèves qui n'ont pas forcément envie d'être là. Avec un système scolaire qui n'est pas forcément adapté à tous. Tout simplement parce qu'il y a des enfants, dès l'âge de 12 ans, on sait très bien que le système scolaire classique n'est pas fait pour eux. Et que peut-être qu'ils s'épanouiraient beaucoup plus dans des classes professionnelles qui n'existent pas, puisqu'on ne permet pas à des élèves de 12 ans de s'orienter vers le pro. Il faut qu'ils attendent au moins 14 ans, ce qui fait qu'il y en a certains, jusqu'à la 3e, en fait, ils s'ennuient. Et comme ils s'ennuient en classe parce qu'ils ne se sentent pas à leur place, forcément, ils vont embêter le prof et des élèves et des rangées, ce qui va du coup nous pénaliser dans nos cours. Plus le fait évidemment qu'on soit sur des classes qui sont toujours plus chargées, plus le fait qu'on nous rajoute encore une fois 1,5 milliard de tâches annexes à réaliser, plus le fait qu'on doive remplir des documents administratifs à tort et à travers, qu'il y ait des mails de tous les côtés, des tâches qui sont de plus en plus chronophages et qui sont surtout de plus en plus nombreuses. Donc tout ça, ça rend un petit peu difficile d'exercer ce métier. Par contre, on en vient du coup à cette dernière partie de cette vidéo, à savoir, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi on reste? Pourquoi on continue d'enseigner?
en dehors du fait, encore une fois, sécurité de l'emploi, patati patata, pourquoi est-ce qu'on continue de rester? Comment on trouve la motivation nécessaire finalement pour enseigner? Pour continuer malgré le fait qu'on se rende compte qu'on est face à des classes qui n'ont pas forcément envie d'être là, face à des élèves qui ne s'intéressent pas forcément à ce qu'on fait. Je pense qu'il y a plusieurs choses. À titre personnel, je pense que c'est bien si vous sentez qu'effectivement dans votre travail, peut-être vous patinez, peut-être qu'il y a de la répétition, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que c'est compliqué, bah déjà d'en parler avec vos collègues de travail si vous entendez bien avec eux, d'en parler avec un psychologue si vous avez besoin, d'en parler avec votre famille, d'en parler avec des amis. Également, peut-être vous trouvez aussi d'autres sources d'activités qui peuvent vous épanouir, parce que bon, il peut y avoir des moments difficiles dans votre vie professionnelle, mais pour autant, vous pouvez continuer à aimer votre métier, même si des fois c'est compliqué de l'exercer, et vous avez aussi des passions à côté qui fait que du coup, bah, vous trouvez un peu à compenser les deux. Et il faut essayer de vous raccrocher surtout à ce qu'il y a de positif dans votre métier. Et souvent, nous, ce qu'on constate et ce qu'on dit tous, c'est que oui, le système de l'éducation nationale, il est pénible. Il n'est pas adapté à tous, il y a plein de choses qui seraient à revoir. Mais par contre, il reste quand même une chose qui est importante, c'est les élèves. Et je tiens à rappeler quand même que si on fait ce métier, c'est pour les élèves. Il y a des fois, ils m'agacent au possible, des fois ils me font mal à la tête, je rentre chez moi, je me dis mon Dieu, j'en veux plus voir d'élèves de ma vie entière. Et il y a d'autres fois, comme ce soir, c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo ce soir, où je rentre chez moi et je me dis, mais j'ai passé une trop bonne journée. J'ai rigolé, ils m'ont fait rire, même si c'était embêtant certains, mais ils m'ont fait rigoler. Il y avait certains avec qui il y avait vraiment de la réflexion, où on voit qu'ils ont pu progresser. J'ai rencontré des parents d'élèves qui m'ont remercié pour une chose que j'avais fait pour un de leurs enfants. Il y a des gamins à qui ils se ratent sur un exercice, on leur propose de recommencer. Et en fait, il y a aussi toute cette partie, je trouve, du métier qui est au-delà du côté je donne un savoir, j'apporte quelque chose à un élève et il va emmagasiner ses connaissances qui vont peut-être l'aider à progresser sur ma discipline. Il y a aussi le côté j'ai accompagné une personne et peut-être que je ne l'aurais pas accompagnée sur l'histoire géo, mais en tout cas, je lui ai peut-être appris quelque chose au niveau humain. Et faut pas oublier une chose, oui, l'enseignant c'est un pédagogue qui apporte un savoir disciplinaire, mais on n'est pas là que pour ça. Je suis désolée, moi je vois pas mon métier comme je suis juste là pour dispenser un savoir. J'adore l'histoire géo, il n'y a pas de problème, je suis très contente de l'enseigner, mais je pense que je pourrais enseigner d'autres matières, enfin non pas les maths quand même, soyons réalistes, ni l'anglais. Oublions cette idée de je pourrais enseigner plusieurs matières, je pourrais enseigner le français aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que moi ce que je trouve intéressant dans notre métier, c'est tout en fait l'aspect du métier. C'est l'aspect accompagner une personne, l'aiguiller, l'aider, informer, se dire quand même que notre travail, il a un impact humain. C'est un métier comme les métiers par exemple dans les hôpitaux, où on est face à des êtres humains qu'on va aider, peut-être. Peut-être qu'une simple parole qu'on va dire, ça va leur permettre de s'épanouir, qu'ils se souviendront de ce que vous avez dit, que vous les aurez accompagnés d'une quelconque façon, peu importe, peut-être que la personne que vous êtes et ce que vous allez leur montrer, bah ça va les motiver. En fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que ce qui fait rester dans ce métier aussi, c'est l'idée de se dire qu'on est utile. On est utile. Peu importe de la façon dont on est utile. Si votre utilité, ça a juste été de leur faire comprendre qu'une carte, ça se faisait pas au feutre, mais ça se faisait au crayon de couleur, et ben vous aurez au moins permis à une personne, à un élève, à un enfant, à un ado, et ben d'apprendre quelque chose. Voilà. Et moi, je trouve que c'est ça, en fait, qui est bien. C'est de permettre à quelqu'un de progresser. Et plus encore, de permettre à un adolescent, c'est pour ça que j'aime les ados, de peut-être réussir justement à devenir un meilleur adulte plus tard. Voilà, de construire le citoyen du monde de demain, ou la citoyenne du monde d'après. Je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo, je vous remercie du coup pour votre écoute, et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux enregistrements.